Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est vraiment au cœur du programme de SVT de première. Une question fondamentale, d'où vient toute l'incroyable diversité du vivant? Je veux dire, comment ça se fait qu'il existe des tigres blancs et des tigres roux? Ou encore, comment une seule espèce, le loup, a pu donner naissance à une telle variété de chiens? Eh bien la réponse, elle se cache dans une toute petite molécule que l'on connaît bien, l'ADN. Alors préparez-vous, on va plonger ensemble au cœur du code de la vie. Alors voilà notre programme pour décrypter ce mystère. On va d'abord poser le problème de la diversité, ensuite on ira voir à l'échelle de la molécule ce que sont les mutations. Après ça, on se demandera ce qui arrive à une mutation une fois qu'elle est là. On appliquera tout ça dans une étude de cas typique de ce qu'on peut avoir au bac. Puis on élargira un peu sur les enjeux globaux et on terminera avec une petite fiche de révision pour être vraiment au point. C'est un parcours complet pour tout maîtriser. Allez, on y va. Vous le savez, tout bon raisonnement scientifique commence par une observation, par un étonnement. Alors observons le monde qui nous entoure et posons la question qui va être notre fil rouge. Regardez-moi ces deux tigres, c'est la même espèce, Panthera tigris. Pourtant, ils ont deux apparences, ce qu'on appelle deux phénotypes complètement différents. Et c'est pareil pour les chiens, du plus petit chihuahua au gigantesque dog allemand, ils font tous partie de la même espèce, Canis lupus familiaris, et ils descendent tous du loup. Alors comment une seule et même espèce peut-elle produire une telle palette de diversité? C'est ça, notre énigme de départ. Et voilà, on la tient, notre problématique. C'est la question à laquelle on va répondre ensemble. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce cours, on soit capable d'expliquer de façon précise et scientifique l'origine de cette diversité. Pour résoudre cette énigme, il faut complètement changer d'échelle. On doit laisser de côté le monde visible pour plonger au cœur de nos cellules, jusqu'à la molécule qui contient toute notre information génétique, la fameuse double lisse d'ADN. La source de tout, elle est là. Bon, une mutation, c'est quoi exactement? La définition scientifique est là, une modification rare et aléatoire de la séquence de nucléotides. Pour que ce soit plus simple, imaginez que l'ADN, c'est un immense livre de recettes. Eh bien, une mutation, c'est tout simplement une faute de frappe dans ce livre, une lettre qui est changée, une lettre oubliée, ou même une lettre ajoutée en trop. Ça peut paraître tout petit, mais on va voir que ça peut changer complètement la recette finale. D'accord, mais d'où elles viennent, ces fautes de frappe? Il y a deux grandes origines et il faut bien les distinguer. D'un côté, on a les mutations spontanées. Celles-là, ce sont des erreurs qui arrivent toutes seules, de façon très rare, au moment où la cellule fait une copie de son ADN. Et de l'autre, on a les mutations induites. Là, c'est l'environnement qui vient agresser l'ADN. Pensez par exemple aux rayons UV du soleil sur la peau ou à la fumée de cigarette. Tous ces agents, qu'on appelle des agents mutagènes, augmentent la fréquence de ces erreurs. Concentrons-nous un instant sur les mutations spontanées. Chaque fois qu'une cellule se divise, elle doit d'abord faire une copie parfaite de tout son ADN. C'est le travail d'une enzyme, une sorte d'ouvrière spécialisée, qu'on appelle l'ADN polymérase. Elle bosse très vite et elle est incroyablement fiable. En plus, la cellule a des systèmes de relecture pour corriger les éventuelles erreurs. Mais le risque zéro n'existe pas. De temps en temps, très rarement, une petite erreur passe à travers les mailles du filet. Et voilà, une mutation vient d'apparaître. Ok, donc une mutation est apparue dans l'ADN d'une cellule. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette petite erreur va rester limitée à cet individu ou est-ce qu'elle peut être transmise à ses enfants, à sa descendance et se répandre? C'est une question absolument centrale. Eh bien, la réponse dépend d'un seul et unique critère. Où est-ce que la mutation a eu lieu? Dans quelle cellule du corps? C'est ça qui fait toute la différence entre ce qu'on appelle une mutation somatique, comme on le voit ici sur ce pétale de tulipe bicolore, et une mutation germinale. Voilà. Ça, c'est la distinction fondamentale qu'il faut absolument maîtriser. Si une mutation touche une cellule de la peau, qu'on appelle une cellule somatique, elle pourra se transmettre aux cellules filles par mitose et former par exemple un grain de beauté. Mais elle ne sera jamais transmise aux enfants. Elle meurt avec l'individu. En revanche, si la mutation touche une cellule qui est à l'origine des gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes ou les ovules, alors là on parle de mutation germinale. Et celle-ci, elle est potentiellement héréditaire. Elle fait désormais partie du patrimoine génétique qui peut être transmis à la génération suivante. Bon. Assez de théorie pour l'instant. On va maintenant voir comment on peut mobiliser toutes ces connaissances pour résoudre un exercice concret, un cas pratique, vraiment dans l'esprit du bac. C'est crucial de savoir appliquer ce qu'on apprend. Allez, on enfile notre blouse de détective scientifique. Notre suspect du jour, c'est le doryphore. C'est un insecte qui fait des ravages dans les cultures de pommes de terre. Pour s'en débarrasser, les agriculteurs utilisent des insecticides. Le problème, c'est qu'on observe de plus en plus de populations de doryphores qui survivent à ces traitements. Elles sont devenues résistantes. Notre mission, si on l'accepte, est expliquer l'origine génétique de cette résistance. Première étape de toute analyse de documents scientifiques, la base. Je vois que on extrait les informations sans interpréter pour l'instant. On regarde ce tableau.
Il compare un tout petit bout d'un gène, le gène HCE, entre les doryphores sensibles et les résistants. Observez bien. Au niveau du triplet de nucléotides qui va de 980 à 982, la séquence passe de AGT chez les insectes sensibles à GGT chez les résistants. Il n'y a qu'un seul changement de lettre. Un A pour adénine a été remplacé par un G pour guanine. Ça, c'est notre premier indice. Deuxième étape, tout aussi importante, je mets en relation. On va connecter notre premier indice avec les autres données qu'on nous fournit. Ce graphique, lui, il mesure l'activité de l'enzyme ACHE, qui est justement la protéine ciblée par l'insecticide. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est flagrant. Chez les doryphores résistants, ceux qui possèdent la mutation GGT, l'activité de l'enzyme est complètement effondrée. Elle est 5 fois plus faible. On a donc un lien direct entre la modification génétique et un changement fonctionnel dans l'organisme. Et enfin, la dernière étape, je conclus. On rassemble toutes les pièces du puzzle pour construire un raisonnement logique. L'observation, on a identifié une mutation ponctuelle, de A vers G. La corrélation, on a vu que cette mutation est associée à une très forte baisse de l'activité de l'enzyme qui est la cible de l'insecticide. La conclusion logique, c'est donc cette modification de l'enzyme qui la rend moins sensible à l'insecticide et qui confère à l'insecte son phénotype de résistance. Et voilà un raisonnement scientifique complet, exactement ce qui est attendu de nous au bac. On vient de voir comment une mutation peut apporter un avantage dans un certain environnement, comme la résistance. Mais est-ce que les mutations sont toujours bénéfiques? Quel est leur rôle plus globalement dans le grand théâtre du vivant? Prenons un peu d'auteur pour aborder ces enjeux. En réalité, les mutations ont deux visages. Elles peuvent être délétères, c'est-à-dire néfastes. À gauche, par exemple, on voit une coupe de muscle d'une personne atteinte de la myopathie de Duchenne. C'est une maladie génétique très grave. Elle est causée par une mutation dans un gène qui code pour une protéine indispensable au bon fonctionnement des muscles. Dans ce cas, la faute de frappe dans l'ADN a des conséquences dramatiques. Mais d'un autre côté, les mutations sont le moteur même de l'évolution. Sans elles, pas de nouveauté, pas de diversité. C'est bien l'accumulation de mutations au fil du temps, triées ensuite par la sélection, qu'elle soit naturelle ou artificielle par l'homme, qui a permis de passer du loup à l'incroyable diversité des races de chiens qu'on connaît. Les mutations, c'est la matière première brute sur laquelle la sélection va pouvoir sculpter le vivant. Allez, pour terminer, on récapitule ensemble. C'est le moment de s'assurer que les points les plus importants sont bien clairs, bien structurés dans notre esprit. C'est la synthèse spéciale bac. Ce schéma bilan est excellent pour ça. Suivons le cheminement. Tout en haut, on a l'origine des mutations, des erreurs rares pendant la réplication de l'ADN. Ensuite, que devient cette mutation? Soit elle est réparée par la cellule, soit elle persiste. Et enfin, sa transmission. Si la mutation touche une cellule somatique, elle reste confinée à un clone de cellule chez l'individu. Mais si elle touche la lignée germinale, alors là, elle devient héréditaire et peut être transmise à la descendance. Ce schéma résume parfaitement tout ce qu'on a vu. Voici donc les concepts clés, les incontournables à maîtriser. D'abord, la définition d'une mutation. Un changement aléatoire dans l'ADN qui crée de nouveaux allèles. Ensuite, ces deux origines possibles, spontanée ou induite. La condition de sa transmission, et ça c'est fondamental, uniquement si elle est germinale. Et enfin, ses conséquences. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, tout dépend du contexte et de l'environnement. Si ces points sont clairs, on a vraiment l'essentiel. Je vous laisse avec cette question en guise d'ouverture. La mutation, est-ce que c'est une simple erreur de copie, une anomalie, un bug dans le système, ou est-ce que c'est au contraire le moteur indispensable de l'évolution, le phénomène qui, par petites touches aléatoires, a sculpté toute la beauté et la complexité du monde vivant? J'espère que ce cours vous a donné les clés pour y répondre. Merci de votre attention et à très bientôt.